Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Merci Sébastien de revenir. Tu étais déjà là l'année dernière pour la première édition, c'était déjà extra. On avait déjà parlé de gouvernance. Là, je suis avec deux acteurs très matures. Peut-être en 2 mots, vous pouvez vous présenter et dire ce que vous faites dans vos enseignes respectives. Oui, avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Elisabeth Zender. Je travaille chez ADO et chez Leroy Merlin. Voilà. Pour ADO, je suis en charge du Data Hub. Voilà, une équipe globale qui va mettre à disposition des produits digitaux au bénéfice des usages data. Et puis, je suis aussi en charge de l'animation de la data chez Leroy Merlin France. Et je suis ravie d'être ici avec vous. Merci. Merci Elisabeth. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, Sébastien Edoc, je suis le data officer du groupe Decathlon. Et donc j'accompagne l'entreprise dans sa transformation vers une étape plus digitale et où la data a une part bien plus importante. Alors justement, on va parler de ça, de comment accompagner vos entreprises respectives dans leur maturité digitale et data, mais surtout data. Comment devenir data-driven, c'est le thème de notre matinée. La première question que j'avais, en fait, c'est mettre la data au cœur du process de décision, apporter de la rationalité, de la précision. C'est une affaire de process. Par où on commence Elisabeth, chez ADO Leroy Merlin, où est-ce que vous en êtes en termes de maturité sur ces sujets et je sais pas, tu me parlais de data literacy, donc l'acculturation data et de data management. Voilà. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là et où est-ce que vous en êtes? Oui, alors c'est une grande question, donc on a un petit peu de temps, voilà. On va la traiter ce matin, en tout cas on va essayer. Non, ce que je peux apporter sur ce sujet, c'est qu'effectivement chez ADO et chez Leroy Merlin, on a aujourd'hui une certaine culture data qui est ancrée depuis de nombreuses années. Donc on peut dire que cette dimension data-driven, elle prend forme au jour le jour. Un certain niveau de maturité data qui est acquis. Maintenant, quand on se dit ça, un certain niveau de maturité, c'est du beau déclaratif, c'est bien. Ce qui serait bien, c'est que ça se soit aussi mesuré. Et donc, on a abordé les choses de façon plutôt pragmatique chez Leroy Merlin, en se disant, ce niveau de maturité data, si je veux l'animer aujourd'hui, si je veux en faire quelque chose de vivant et de concret auprès de mes équipes business, comment je le mesure et comment je l'anime au quotidien. Et donc, on a mis en place un framework de maturité data qui va reprendre un certain nombre de composantes. La première va être autour de la littératie. Donc, je vais aller regarder quel est mon niveau de culture data au sein de mon business. Donc, il y a un certain nombre d'items. Je vous passe les détails, mais globalement, l'idée, c'est d'aller vers chacun des business et puis de leur poser la question, est-ce que tu as un plan data dans ton business? Comment tu prends en compte la data comme levier de business aujourd'hui? Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, il va être autour du management de la donnée, puisque cette donnée, elle doit être gouvernée, elle doit avoir des bases solides. Et donc, tout ce management, on va aussi le mesurer. Voilà, à quel moment tu as documenté ta donnée? Est-ce que tu l'as fait dans le bon niveau de conformité, etc. Donc ça, c'est le deuxième point qu'on va vérifier. Et puis le troisième, c'est le meilleur, on va dire, c'est la value. Voilà, comment je vais mesurer la valeur qui a été apportée grâce à la donnée. Et ça, à plusieurs niveaux. Simplement, ça peut être de regarder en quoi je prends des décisions grâce à la donnée, en quoi j'utilise le machine learning pour développer de nouveaux usages, etc., etc. En quoi mes process sont désormais drivés par la data. Donc ça, c'est l'audit de l'existant. Vous mesurez avec ces KPI où ils en sont dans les différents services. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors ensuite, on a une première note. Alors là, bon, un peu de suspense, tout le monde regarde sa note. Pour autant, c'est vraiment pas le plus important. Le plus important, ça va être de voir comment on s'anime autour de l'évolution. Voilà, on a une organisation qui nous permet d'aller animer chaque niveau de maturité dans chacun des business. Et puis, on prend des plans d'action, on suit ces plans d'action. Et une fois par an, on va aller vérifier qu'on a bien avancé sur chacun des items. Excellent. Alors ça, c'est voilà, on met la data au cœur des processus, on audite. Sébastien, même chose chez Decathlon, c'est quand même une taille énorme de boîte, c'est pas évident de digérer un process comme ça, en tout cas de le mettre en place et de le diffuser à une si grande échelle. Mais les résultats sont là quand même.
Oui, en fait, je pense que nous aussi, on a réussi à atteindre un niveau de maturité qui est assez intéressant. Je dirais qu'une particularité, peut-être pour amplifier ce que tu dis, c'est qu'on a la chance d'être un retailer, mais on couvre aussi pas mal d'autres métiers, celui de la conception, celui de la fabrication de produits. On a une grosse activité de supply à travers le monde. Et tout ça, c'est propice à utiliser la data de manière bien plus forte que ce qu'on pouvait faire par le passé. Moi, je dirais que pour mettre à l'échelle et faire en sorte qu'on soit vraiment dans un processus de décision par la data à l'échelle, donc dans l'ensemble des périmètres, l'ensemble des pays, l'ensemble des activités, il y a finalement 2 activités qu'il faut qu'on arrive à paralléliser. Celle d'abord de faire en sorte que la donnée soit disponible, accessible, qualitative, donc utilisable. Et derrière ça, il y a tout ce que tu viens de dire avec des frameworks à mettre en œuvre, des outils, des data catalogues, des processus de remédiation autour de la donnée, faire en sorte que, in fine, cette donnée soit utilisable et accessible par presque n'importe qui. Ça, c'est à peu près 30% du travail, finalement. C'est beaucoup de travail, mais ça n'est que 30% de la valeur de la réussite. Parce que, et c'est les fondations. Voilà, c'est les fondations. Par contre, on a à côté de ça 70% de notre effort à faire en sorte qu'une entreprise comme la nôtre, qui ne s'est pas construite autour de la donnée, fasse en sorte que cette donnée utilisable, qualitative, etc., soit utilisée réellement dans nos processus. Et donc là, il y a toute une démarche de collaboration avec les métiers pour faire en sorte que progressivement, les processus, les organisations changent et utilisent cette fameuse donnée disponible. Donc je dirais que, ce qui est assez frustrant d'ailleurs, c'est qu'on a une débauche d'énergie pour faire en sorte que cette donnée soit là, propre, réellement exploitable, transformable par nos data analystes, nos data scientists et autres, pour en faire des vrais créateurs potentiels de valeur. Par contre, ça ne reste que potentiel. Toute la magic sauce, c'est d'arriver à faire en sorte que les équipes métiers s'approprient ces solutions-là en se transformant elles-mêmes. Et c'est là où je pense que l'enjeu de la data est intéressant, au même titre que le digital, qui est finalement une couche un peu plus évoluée que ce qu'on faisait dans les systèmes d'information pure et dure. C'est où on va vraiment réduire ces frontières qui peuvent exister entre ce qu'on appelle les métiers et les gens de la technique pour vraiment faire un corps plus homogène et plus efficace. Est-ce que ça veut dire que le métier doit digérer les use cases, les usages de la data très tôt? On parle souvent d'éco-conception pour la RSE. Et je me demandais s'il n'y a pas un terme de data conception finalement pour les produits techno ou les applis dans le retail. Et si justement ça évoque ma deuxième question, et peut-être Elisabeth et Sébastien, vous pourrez y rebondir. C'est-à-dire que les équipes métiers, elles vont être contributeurs, elles vont être supports, elles vont être effectivement formées à quoi sert la data, pourquoi la récolter de la bonne manière. Mais comment est-ce que vous procédez pour apporter votre pierre à l'édifice et être sûr que cette data elle va être utilisée efficacement et contributive au chiffre d'affaires, au résultat? Oui, simplement sur la contribution et sur la façon aujourd'hui d'utiliser la donnée, effectivement, ça va se jouer sur les deux piliers que sont le digital et le business. C'est les usages surtout, c'est les use cases en fait. Oui, c'est ça. Et donc, on va effectivement démarrer là où on aura une valeur attendue qui sera la plus forte. Et c'est ce qui va driver aujourd'hui la façon de bosser la donnée. Pour autant, il est important de penser la suite et de se mettre aussi dans des façons de partager, de travailler la donnée qui soient relativement uniformes pour qu'au moment où on a besoin de cette donnée, elle soit bien disponible, qualifiée et prête à l'emploi pour que le business puisse travailler directement sans attendre toute cette couche technique dont elle a besoin pour y développer des usages. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a la poule et l'œuf, la couche technique, elle arrive derrière, mais elle doit être là avant quand même. Et donc les types d'interventions, et là peut-être Sébastien, tu peux rebondir, une équipe data qui est centralisée, c'est quoi ces types d'interventions? À quel moment elle intervient? Pourquoi faire? C'est sur les produits digitaux, hein, je pense. En fait, si je caractérise un petit peu comment on a pu fonctionner ces dernières années, c'est que on pouvait avoir une démarche qui était, on a des équipes avec des compétences, des talents qui réagissent ou qui essayent de répondre à des besoins exprimés par des gens qui vivent des situations plus ou moins difficiles.
ou qu'ils veulent améliorer. L'évolution qu'on connaît, c'est de dire, finalement, il y a moins de frontières, il y a moins de ruptures dans une entreprise dite digitale, il y a moins de ruptures entre ce qu'on peut appeler avant les métiers et aujourd'hui les solutions plus techniques. Et il faut des feature teams, il faut des organisations de produits qui permettent ensemble d'anticiper, de réaliser et de faire en sorte que qu'est-ce que la technologie rend possible qui pourrait transformer la façon dont on fait tel ou tel processus, la façon dont on faisait les forecasts jusqu'à présent, la façon dont on déterminait le prix d'un produit, etc., était dépendante des capabilities qu'on avait mises à disposition. Quand on transforme un peu l'organisation et qu'on se met ensemble à réfléchir au processus, au process et aux solutions technologiques, on se rend compte que finalement, on a beaucoup plus de données accessibles que par le passé. Ces données, on peut les traiter au travers d'algorithmes ou d'autres choses qui vont permettre une décision bien plus rapide ou bien plus dynamique. Et donc, de facto, on change le process des gens avec qui on travaille et qui, eux, opèrent ce process au quotidien. Et moi, je trouve que c'est la partie très intéressante d'une espèce de recentrage des entreprises dans ce monde de plus en plus digital, de plus en plus technologiquement capable d'intégrer des données venant de tout horizon, interne et externe, pour faire en sorte qu'on améliore très significativement. Encore une fois, nous, on aime bien dire qu'on ne souhaite pas remplacer personne, on souhaite augmenter les décisions de nos collaborateurs dans leur sujet, en faisant en sorte que ce soit plus éclairé, que ce soit plus rapide, que ce soit moins contraignant, parce que peut-être que faire X centaines de fois la même tâche pour X centaines de produits, ça peut être rébarbatif. Si on peut automatiser, si on peut améliorer, si on peut fluidifier, c'est au profit d'une meilleure expérience pour chacun de nos collaborateurs. Alors ça, c'est très intéressant parce que ce que tu dis là, c'est un petit peu une des grandes tendances qu'on a observées à la NRF. Les grands patrons américains du retail déclaraient tous unanimement notre objectif, c'est de supprimer les irritants pour nos équipes. Donc ils pensent évidemment clients, mais ils essayent de remettre le vendeur aussi au centre. Et je parle des équipes terrain, là, des équipes métiers dans les magasins. Dire, voilà, leur rôle, c'est de passer 95% de leur temps avec les clients et 5% sur de l'admin. Et jusqu'à présent, ce n'était pas forcément le cas. Donc tout ce que tu viens de dire, cette notion d'augmenter le vendeur ou le staff, les équipiers avec la technologie et la data en particulier, on le voit beaucoup en magasin, donc les sujets d'inventaire automatisé, etc. Mais on ne le voit pas tellement finalement sur le back-office. Et ce que tu viens de dire est intéressant. Donc la data, finalement, c'est comment supprimer des irritants aussi dans mon quotidien de gestionnaire en centrale sur des sujets qui sont parfois répétitifs, etc. Et puis aider à la décision. Donc il y a aussi ça. Moi, peut-être pour ajouter, je pense qu'on doit être conscient que nos collaborateurs, dans l'ensemble de nos équipes, back ou terrain, finalement, ils vivent dans un monde de plus en plus complexe, en fait. On parlait tout à l'heure de la prochaine keynote sur le développement durable. C'est des sujets qui s'ajoutent. L'éco-conception est un sujet qui s'ajoute. Si moi, je suis chef de produit et que je dois concevoir un produit, je me pose déjà beaucoup de questions. Je dois me poser des nouvelles. Donc, il y a forcément des multitudes de paramètres qui commencent à s'additionner et qui peuvent devenir compliqués, voire stressants pour certains. Donc, c'est là où la data peut être un facteur d'optimisation, d'augmentation de mes capacités à faire plus vite, mieux éclairé, et donc, quelque part, me simplifier mes étapes, mes process, pour que ce soit agréable, acceptable, et que mon métier reste passionnant comme il l'a été depuis toujours. Donc je pense que c'est vraiment une contribution. Moi, j'ai envie de le voir comme étant un facteur d'optimisation des métiers de nos collaborateurs, que ce soit en bac, que ce soit en magasin, pour que chacun puisse retrouver la bonne énergie et la mettre là où c'est nécessaire. Voilà, et retrouver du plaisir sur des choses à valeur ajoutée. Alors, je vais revenir aux fondamentaux, aux fondations, là, les 30% dont tu parlais tout à l'heure, ce côté qualitatif et de la donnée. Et surtout, on est dans un monde de big data depuis pas mal de temps. Il y a énormément de masse de données. Comment est-ce qu'on fait le choix de ce qu'il faut récolter comme données? Ce qui est essentiel, non essentiel? Est-ce que tout est essentiel? Est-ce qu'il faut tout capter? Ou est-ce que finalement,
il faut repartir des use cases. Enfin, voilà. Quel est ton retour là-dessus? Oui. Alors, simplement, chez ADO, on a posé pour stratégie et pour stratégie data, pour avancer sur cette dimension, comment j'accède facilement à la donnée. On a demandé à l'ensemble de nos produits digitaux de partager leurs données. Chaque produit digital a aujourd'hui en charge le partage, juste pour démocratiser produit digital, on appelle quoi, un produit digital, c'est simplement une application. Une appli, le site web. Voilà, tout à fait. Et donc, chaque composant, en fait, chaque produit digital doit partager sa donnée, et ceci dans des normes qui sont posées par l'entreprise pour qu'on puisse s'y retrouver de façon homogène et uniforme. Donc ça, c'est la base, et on travaille justement sur ces sujets-là, puisque une fois que la donnée, par exemple la donnée ticket de caisse est disponible, eh bien, le marketing va pouvoir venir l'utiliser de façon aisée et sans couture. Donc ça c'est une première chose. Et après, bien sûr, dans la vraie vie, dans la réalité, on va déjà bien challenger les produits pour lesquels on a des usages forts. Donc le marketing va en être un, voilà, par exemple, mais d'autres aussi sur la supply chain, ça peut être le cas aussi, voilà, parce qu'on va déjà driver aussi par la valeur attendue. Voilà. Pour autant, donc, il y a une forme de priorisation par ROI quelque part, non? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. L'idée, c'est qu'effectivement, plus il y a de valeur à aller chercher, plus on va être vigilant sur cette qualité, sur cette conformité, sur cette exposition de la donnée pour le bien de l'entreprise. Sébastien, sur ce point-là. Nous, c'est à peu près pareil. Je pense qu'on collecte à peu près tout ce qu'on produit. Enfin, ce que les applications, ce que les produits délivrent comme données, on les collecte. En tout cas, c'est dans nos normes et dans nos standards. Une fois que j'ai dit ça, je pense qu'il faut rajouter que collecter, c'est pas le plus difficile en fait. Après, il faut agréger, nettoyer, préparer, faire en sorte que cette donnée puisse être utile et que nos data analystes, data scientists, notamment dans des use cases, puissent la réexploiter, soit la donnée brute, soit une donnée souvent retravaillée et agrégée. Et c'est là où nous, on avait, pour être très honnête, on a expérimenté des choses. On s'est à peu près dit, allez, soyons fous, visons à ce que toutes les données qu'on prépare, qu'on collecte, soient disponibles, qualitatives, documentées, propres, qualitatives. C'est juste un travail titanesque. Parce que surtout, c'est un travail collectif. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est une donnée qualitative sur un champ de conception produit. Je ne suis pas concepteur produit, donc je ne sais pas aujourd'hui la règle de qualité d'une donnée sur la taille d'un produit, sur le poids d'un produit. Donc on est obligé de travailler avec les métiers, avec ce qu'on appelle des data owners, avec des data managers. Donc ça entraîne, plus on va traiter de données, plus on va entraîner de gens dans notre sillage, et forcément se posent les problématiques de disponibilité, etc. Et c'est pour ça que l'angle qu'on prend maintenant, c'est celui partagé par Elisabeth, c'est le use case. Aujourd'hui, c'est ça qui doit driver nos efforts, parce que derrière le use case, il y a l'usage. Et s'il y a une activation de ce use case, alors il y a un bénéfice pour l'entreprise, et donc il y a un entraînement, il y a une victoire qui va faire en sorte qu'il y aura une volonté d'autres de s'investir, et donc de faire en sorte d'entraîner de plus en plus large. Donc il y a aussi cette dynamique de démontrer que la valeur créée par la data, elle est bonne pour tout le monde. Alors c'est ça, justement, de démontrer la valeur de tout ce travail de préparation, de nettoyage de qualité, et onboarder tout le monde. On va justement passer à cette deuxième partie que je voulais évoquer, c'est cette notion de gouvernance, justement de comment convaincre les équipes de monter à bord de ce nouveau bus qui est celui de la data, et adopter ces réflexes, justement, d'être attentif à la qualité, etc. Sujet de gouvernance et de management, peut-être 2 mots sur comment vous êtes organisés les uns et les autres. C'est-à-dire, c'est quoi l'organisation d'un service data chez un grand retailer? Ouais. 2 minutes. J'ai 2 minutes pour m'exprimer sur l'organisation d'ADO et de Leroy Merlin.
Alors, côté data, en fait, on a aujourd'hui, on est plutôt dans un mix, c'est-à-dire qu'on va avoir des équipes globales, des équipes centrales, mais aussi on cherche fortement à décentraliser parce que, comme on vient de le partager aujourd'hui, les expertises, elles sont dans les métiers, elles sont vraiment au cœur du business et à ces dimensionnements d'entreprise, on aura beaucoup plus de valeur à aller répartir en fait cette compétence et ce savoir-faire directement au cœur du business. Donc on est plutôt dans des mixtes, on va dire, avec des équipes techniques socles qui vont être plutôt globales, plutôt centrales, qui vont poser les fondamentaux sur lesquels vont venir s'appuyer les uns et les autres en fonction de leurs besoins. Et puis sur un certain nombre de métiers, on va pouvoir commencer à diffuser la compétence, à la mettre soit au cœur des métiers, soit au cœur d'autres équipes digitales ou d'autres équipes IT. Par exemple, aujourd'hui, chez Leroy Merlin, la file data analyst va être très diffusée dans les métiers, à la performance, au marketing, etc. Parce que c'est un métier qui a une certaine maturité et que voilà, on va savoir l'animer de façon aisée directement par le business. En revanche, un métier comme le data scientist aujourd'hui voilà, nécessite encore voilà, des compétences plutôt gérées au niveau d'un centre d'excellence et on va plutôt le travailler de cette façon-là. Quoique la voie est aussi quand même de bien projeter en fait ce type de compétences, ce type de profil au plus proche du business pour qu'il en comprenne les tenants et les aboutissants. Voilà, on est plutôt dans des mixtes aujourd'hui. L'idée, c'est que, encore une fois, pour avancer sur cette voie de la diffusion, on met en place des relais, des référents, des head of data, voilà, un certain nombre de profils qui vont accompagner cette démarche, qui vont faire vivre les normes dont on a parlé. On a parlé voilà, d'assessment, de framework, etc. Bah, tout ça, faut le faire vivre, en fait, faut l'animer. Et on a besoin de relais aussi au sein des équipes pour réaliser ça. Alors ça me rappelle Marks & Spencer où j'ai passé quelques temps et effectivement il y avait une équipe data centrale, très expert, 6 personnes, qui avaient des relais, des espèces de data ambassadors dans chacun des services. Et donc dans mon service qui était le e-commerce international, il y avait une personne qui avait été nommée parce que c'était le champion de la data. C'était pas forcément un data scientist. Et c'est ça une bonne question, un bon point. Est-ce que ça a besoin des experts qui sont dans les métiers et qui vont injecter cette espèce de greffe de la data science, de l'expertise, ou est-ce que c'est des gens du métier qui finalement vont s'approprier l'expertise? Comment est-ce que ça fonctionne chez Decathlon? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, on a anticipé le débat, mais est-ce que il y a une tour de contrôle centrale qui diffuse ces équipes et qui vont aller agir, ou est-ce que finalement vous recrutez un peu partout des greffons qui vont véhiculer cette culture data? En fait, nous, je pense qu'on est, malgré le nombre de personnes qu'on a la chance d'avoir dans nos équipes data, je pense qu'on est encore en très grande phase d'accélération. Il y a beaucoup de choses qu'on est en train de poser, les ladders de différents métiers, les expertises qu'on veut développer, la façon dont on se connecte avec les différents métiers. Donc aujourd'hui, le choix qu'on fait, c'est nous d'avoir une organisation, alors pas dite centrale, mais unifiée, united, qui finalement... travaille. C'est quoi? C'est un mode matriciel? Voilà, qui travaille pour l'ensemble. Enfin, matriciel, on a fait le choix, nous, de dire qu'on est sur un domaine en pleine évolution, tendu en termes de compétences, pour lesquels on doit à la fois monter en seniorité, en compétences, et ça, je pense que c'est une singularité qu'il faut peut-être noter, c'est que on connaît tous, je pense, les métiers du digital ou de l'informatique. La data, c'est quand même une somme de métiers qui est juste incroyable. On parle souvent des data scientists, mais il y a des data ingénieurs, des data analystes, des web analystes, des analystes ingénieurs, des data architectes, que sais-je. On a une variété de métiers dont la spécificité ne permet pas des passerelles si simples que ce qu'on pouvait connaître par le passé. Et donc, cette définition, cette singularité de chacun des métiers nous pousse, nous, à dire il faut qu'on devienne excellent au regard de ce qu'on a à faire dans chacun de ces métiers. Et donc, le travail que je mène avec mon équipe, c'est de faire en sorte qu'on développe cette excellence, on produise les conditions qui nous conduiront, je l'espère, un jour à avoir cette expansion au travers des métiers. Et là, je rajoute un deuxième point, c'est qu'il faut pour moi 2 conditions. Il faut à la fois réussir
à structurer, industrialiser la façon dont on va recruter, par exemple, demain un data analyst en Pologne, en Roumanie ou au Portugal, et s'assurer qu'on embauche des profils qui répondent à nos critères de compétences, qui vont utiliser nos frameworks, qui vont utiliser nos solutions, etc. etc. Et je pense que le nivellement, en fait. Voilà, c'est le bon niveau de compétences qu'on doit avoir pour fonctionner à l'échelle et faire en sorte que ce soit optimum. Et en parallèle de ça, il faut continuer à éduquer l'entreprise pour que dans chacun des métiers, dans chacun des pays qui va progressivement peut-être prendre la décision d'avoir telle ou telle compétence, il soit aussi conscient de ce que ça veut dire. Parce qu'encore une fois, moi je pense qu'il faut être très humble par rapport au sujet. Nos équipes sont la plupart du temps, nous dans les pays, des gens qui viennent d'autres secteurs que du monde de la technologie. Et embaucher un data analyst quand on n'a pas l'habitude de le faire, c'est pas simple. L'animer, c'est pas simple. Dans un marché tendu, dans un marché assez fou, il faut avoir une conscience qu'on n'anime pas aujourd'hui quelqu'un de la data comme quelqu'un du marketing ou d'ailleurs. Donc voilà, donc nous on doit aussi former les gens dans les pays pour être capables d'eux, donc ça peut passer par des relais data, des head of data, qui vont être finalement notre point d'ancrage. Alors, c'est très bien, tu as une espèce de pôle d'excellence en centrale qui diffuse ces bonnes pratiques et notamment les pratiques de recrutement en disant voilà le niveau qu'on attend si vous recrutez en local. Est-ce que c'est toi qui le fais? Est-ce que c'est eux qui le font en local ou est-ce que c'est co-animé? Et puis, il y a la formation. Donc, faire monter ceux qui ne sont pas natifs de la donnée, qui ne connaissent pas vraiment le sujet, qui ne sont pas forcément des techniciens. Il y a eu beaucoup de buzz à une époque, il n'y a pas très longtemps, avec Walmart qui avait annoncé qu'ils allaient proposer à tous les métiers en voie de disparition de type caissier, caissière, caristes, etc., de se former à la data. Bon, c'est un peu caricatural, c'est peut-être un petit peu trop buzz. Qu'est-ce qu'il en est en termes de formation et de montée en compétences des équipes métiers? Et ça va jusqu'au terrain. Je veux dire, on peut même parler de vente en magasin. Est-ce que ces gens-là sont formés? Oui, bien sûr. L'acculturation, la formation, c'est un effort qu'on doit vivre en permanence, en continu. Voilà, c'est un effort de tous les jours et sur lequel il ne faut surtout pas relâcher. Voilà, rien n'est acquis. Sur ce sujet-là. Et donc, oui, on y travaille. Voilà. Et l'idée, c'est de se dire, d'être bien clair aussi sur ce qu'on attend des métiers, quel niveau de compétence, quel niveau d'acculturation, jusqu'où on va, pour que ça tombe bien dans la cible et que ça crée de la valeur à un moment donné. Et puis, ce que je voulais rajouter aussi sur ce sujet-là, c'est que chez Leroy Merlin, on a aussi mis en place une organisation de liens entre les équipes data et les équipes business directement, qui se matérialisent par des data partners. Et en l'occurrence, on a des data partners aujourd'hui qui sont liés au magasin directement et qui vont pouvoir remonter les besoins émanant des magasins. Ce sont vraiment des profils qui viennent des magasins, ce ne sont pas des profils data qui ont été projetés. Voilà, ce sont vraiment des gens qui connaissent le terrain et qui vont pouvoir bien remonter les problématiques, ont les réseaux qu'il faut, etc. Et ça permet à la fois de collecter les bons use cases, puisque ces bons use cases vont pouvoir provenir directement des magasins, et en même temps d'aller poser les normes, voilà, de checker que les data analystes vont bien passer par la guilde data analyst, que voilà, un certain nombre de choses, et c'est ce qu'on s'efforce de faire vivre aussi au quotidien. Super. Alors, comment ça se passe, l'acculturation, la formation chez Decathlon, ce sujet-là? Je le disais tout à l'heure, 70% c'est du change. Donc, globalement, l'effort de formation, d'acculturation, il doit être présent et il doit s'accélérer chez nous. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié finalement les populations. On a découpé nos populations. On est à peu près 100 000, 110 000 collaborateurs chez Decathlon. On les a découpés en se disant, voilà, on veut former tout le monde, on veut acculturer tout le monde, mais forcément, nos efforts ne peuvent pas être les mêmes entre quelqu'un en entrepôt ou en magasin et quelqu'un dans nos équipes digitales. Et donc, on a structuré des packages de formation, d'acculturation, qui vont de la formation e-learning disponible en magasin, en entrepôt, 2 heures, dont on a réussi l'année dernière à faire plusieurs milliers de personnes qui ont accédé à ces formations et à qui on acculture à la data et à l'importance, et notamment en démarrant par l'importance de la gestion de la donnée, la qualité, ce qu'on peut faire, ne pas faire, etc. Et ça, vous l'illustrez avec la finalité, j'imagine?
Et on l'illustre avec la finalité, on l'illustre avec un exemple tout bête. Pourquoi saisir une bonne adresse mail, c'est important? Bien évidemment, tous les cas d'usage qu'on a derrière, et au contraire, si c'est mal fait. Donc on est sur quelque chose qui est essentiel et qui s'adresse à, encore une fois, sans doute 80 000 personnes à travers le monde. Et puis après, on a des populations différentes. Un chef de produit dans les sports, il va avoir une formation plus complète, jusqu'à nos équipes digitales, les fameux responsables des applications, qui, pour autant plus aguerris et plus conscients des enjeux autour de la data, ont malgré tout, en moyenne, à mieux appréhender la data, la mettre plus au centre. On dit souvent data-driven, et nous aussi, on le dit souvent. On préfère presque, nous, maintenant, le terme data-centrique, pour vraiment que ce soit un point de départ. Comment je pense mon application à partir de la data, et pas avec la data. Et ce changement de mindset, on le pousse au travers de formations qui durent là plus longtemps que 2 heures, bien plus longtemps que 2 heures, vis-à-vis des product managers, vis-à-vis des différents contributeurs qui développent nos solutions. On en revient à la data conception finalement, qui est comment penser les produits nativement en intégrant cette notion de quelle data je vais chercher et pourquoi faire. Alors, on est toujours dans le change, parce que c'est effectivement 70%, c'est ça. Une question sur la collaboration avec les métiers chez Leroy Merlin, ADO, et puis chez Decathlon. Comment est-ce que vous allez vers cet objectif finalement de rendre les utilisateurs autonomes? Parce que c'est bien de les former, de les acculturer, mais peut-être qu'il y a besoin de piqûres de rappel, et à un moment, il faut qu'ils soient complètement autonomes et qu'ils soient finalement dans les clous aussi. Comment ça se passe? Oui, ça va passer, alors comme on vient de le dire, effectivement. Comment ? Quel cadre, en fait, fixez-vous là-dessus? Oui, on a du cadre qu'on fixe, effectivement. On souhaite et on avance vers cette autonomie de nos utilisateurs dans un cadre. Et c'est ce cadre qu'on pose et qu'on gouverne, au quotidien. Voilà. Pour autant, ça reste un sujet quotidien. On a nos data partners, par exemple, chez Leroy Merlin, qui vont aussi jouer ce rôle d'aller chercher les use cases, de faire vivre aussi ce cadre. On a de la mesure aussi. Voilà. Et puis, on propose aussi un outillage des technologies qui soit aussi le plus simple possible, le plus self-service possible, pour que ce développement d'usage soit le plus aisé possible et le plus vraiment le plus simple possible. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment que chaque collaborateur soit autonome dans l'utilisation de la data dans son périmètre. Donc ça va dépendre des métiers, voilà, tout ça est à géométrie variable, mais l'idée c'est que si j'ai besoin de manipuler de la data et de faire un reporting, je le fasse dans le bon cadre, avec le bon jeu de données qui est bien documenté, qui a été référencé grâce à un outil de référencement, qui a été certifié par la performance, et je sais que je suis en train de manipuler les bons KPI et pas des KPI qui ont été bossés par mon collègue d'à côté. Donc c'est tout ce cadre de gouvernance, de process, de normes qu'on pose. Par exemple, on a un outil qui va référencer les dashboards, et dans cet outil de référencement de dashboard, je vais pouvoir retrouver le niveau de certification qui a été posé par le métier qui est en charge de ce périmètre-là. Donc ça, c'est des sujets aujourd'hui sur lesquels on travaille pour continuer à donner un cadre de référence, un cadre plus clair d'utilisation de la donnée, parce que parler d'autonomie, c'est bien. Après, il faut qu'on se dise, OK, comment on s'y retrouve dans tout ça, comment notre parcours utilisateur data est bien clair et net, ça reste une préoccupation au quotidien. Parcours utilisateur data, c'est intéressant. Alors, on a beaucoup parlé d'acculturation auprès des équipes, donc quelque chose de plutôt descendant. Vous avez évoqué le côté central des organisations, donc quelque chose quand même d'assez mature, où il y a une BU déjà dédiée, c'est pas tout le monde qui a ça. Avant d'en arriver là, il faut quand même convaincre le CODIR, les dirigeants, et j'aimerais avoir 2 mots sur finalement l'organisation vue d'en haut. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis du COMEX? Comment est-ce que vous arrivez à convaincre, à onboarder aussi ceux qui décident, ceux qui dirigent la boîte? Parce que finalement, ça passe aussi peut-être d'abord par eux et les actionnaires. Donc tout ça, comment ça se passe, cette espèce d'acculturation par le haut? Moi, je pense que l'effort de changement, je pense qu'il est tel
que quand on prend conscience, je réfléchissais en t'écoutant, il y avait un article récemment qui disait que 80% des projets d'IA échouaient à cause du manque d'investissement sur le changement. La technologie peut-être, mais 80% des causes viennent de la faiblesse de l'engagement sur le changement. Et ce changement, il est tous azimuts. Il vient de moi, il vient des différents acteurs, des différents leaders, des business units, etc., etc. Et comme tu le dis, il vient de la direction générale, de l'engagement de l'entreprise. Donc, moi, je pense que l'idéal, c'est d'avoir un COMEX, un CODIR, qui soit tellement convaincu que cette transformation, elle est forte, qu'elle s'enrichit, elle se forme, elle se complète, elle intègre des talents qui eux-mêmes sont de plus en plus digitaux, de plus en plus conscients de l'importance du digital dans une entreprise dont le métier c'est de faire du retail ou c'est de faire de la distribution. Alors ça tombe bien, c'est un peu le cas chez Decathlon. Voilà, donc nous on a cette chance-là, on a une nouvelle directrice générale dont le parcours est beaucoup plus digital que d'autres enseignes, et donc pour qui nativement c'est évident que la transformation, l'évolution de l'entreprise sera aussi et beaucoup dépendant de notre capacité à faire cette transformation digitale, à cette intégration de la data. Donc moi, j'ai tendance à dire qu'une transformation, il faut être capable de faire en sorte, par la culturation, la formation, que les gens poussent par le bas, entre guillemets, mais il faut aussi inciter à tirer vers le haut, pour qu'il y ait une des forces d'entraînement qui soient suffisantes pour justement contrecarrer les constats d'aujourd'hui. J'ai beaucoup de respect pour toutes les entreprises qui ont sans doute essayé d'intégrer de l'IA et autres. Encore une fois, le facteur d'échec, il est essentiellement sur le change. Donc, il faut qu'on en soit conscient. Et moi, je pense que le plus gros enjeu, c'est de faire passer à nos entreprises que c'est un effort colossal. Moi, je suis bien placé pour savoir que oui, on sait tous que investir dans des technologies, investir dans des compétences data, factuellement, ça représente un poids économique important. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut ajouter à cet effort économique un effort d'engagement, un effort en termes de financier, mais surtout un effort d'entraînement, de communication. C'est un propos qui doit être relayé jusqu'au directeur général, qui doit faire partie des priorités visibles de l'entreprise. Et moi, on a la chance, si je regarde les priorités de l'entreprise pour les années qui viennent, elles sont très majoritairement stampées digitales. Ça montre une voie, une orientation, et finalement, ça vient appuyer notre capacité à réussir cette transformation. Très intéressant. Ouais, non, je te rejoins complètement. L'idée, c'est vraiment ça, c'est que ce sponsorship, il est crucial aujourd'hui pour le développement de la data, et donc c'est ce qu'on va aller chercher, grâce à la valeur qu'on a déjà créée. Voilà, et ça, c'est un exercice qu'on doit aussi, sur lequel on doit être très exigeant, c'est-à-dire que tous nos use cases, on doit poser la valeur attendue dessus, on doit mesurer la valeur réalisée, voilà, et se poser cette exigence si on veut continuer à être convaincant sur cette dynamique-là et sur les niveaux d'investissement dont on a besoin. Voilà. Et après, moi, j'ai la chance de travailler dans des entreprises où on parle d'intelligence artificielle. Alors, ça cache tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la qualité, la gouvernance, le socle, etc. Mais pour autant, c'est un acquis aujourd'hui sur lequel on peut se reposer. Tout le monde dans l'organisation est aligné sur ce que ça veut dire, intelligence artificielle, à quoi ça sert, parce que c'est un buzzword, on le voit partout, mais... Complètement. Ça peut regrouper beaucoup de choses dans la bouche des uns et des autres. Mais en fait, peu importe. L'idée, c'est qu'il y a un concept qui est passé, qu'on se dit qu'avec cette data, on en tire aujourd'hui de la valeur et qu'on peut aller plus loin. Et c'est vraiment ces leviers-là aussi qu'on veut aller chercher. Alors, avec de la vraie intelligence artificielle. Mais oui, c'est ça aujourd'hui qu'on pose et qu'on fait vivre au sein de ces entreprises-là. Donc, voilà, il faut continuer cet effort. Alors, je vais conclure avant qu'on passe la parole à la salle avec la question de la culture, parce qu'on est quand même dans le retail. Le retail traditionnel, sa culture, c'est pas la data, enfin, à moins qu'on revienne aux années de la VPC, qui n'avait
pas le client en face et qui devait fonctionner uniquement avec la donnée, la RFM et tous ces sujets. On en parlait tout à l'heure en préparant. Il y a des boîtes qui sont nativement data-driven, data-centriques. Les GAFA, les boîtes de tech, les Netflix et les autres. Un Leroy Merlin, c'est avant tout des commerçants. Enfin, si on regarde le staffing, comment est-ce qu'on gère cette espèce de distance entre la data, les IA, l'automatisation, tous ces sujets très techno finalement, et le métier de commerçant? Comment ça s'est digéré dans la culture d'entreprise? Ouais, juste, sur ces aspects-là, il y a l'acculturation dont on a déjà parlé. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, on va du coup faire avancer les profils sur cette voie-là. On forme, on acculture. Et puis aussi, on fait rentrer des profils différents. Donc, il y a un switch, en tout cas, un mix qui s'opère en termes de profils qu'on fait rentrer dans les entreprises. Donc, des gens qui sont câblés data, mais quand même des commerçants? Ou plutôt des profils très segmentés, très spécialisés On va être plutôt organisé en composants. Donc oui, on va aller chercher de l'excellence sur de la technologie, sur de la data, etc. Et puis on va avoir des profils qui vont être plutôt mixtes. Mais on va avoir besoin vraiment soit d'une composante à 100%, soit d'un mixte. Et c'est ça qu'on va bien définir et bien animer aussi dans nos recrutements qu'on vit aussi dans nos boîtes. Mais ce qui est important aussi, c'est que quand vous rentrez, juste pour rebondir sur ce point, quand vous rentrez dans un Leroy Merlin, c'est bien un conseiller que vous avez, c'est bien un humain auquel vous adressez aujourd'hui pour avoir de l'information. C'est bien quelqu'un qui va connaître pleinement son rayon, qui va vous accompagner dans vos achats, qui va faire vivre. Parce que c'est aussi ça la data finalement, c'est la connaissance, c'est la connaissance produit, c'est le fait de leur donner tous les éléments pour qu'ils soient au moins aussi compétents que le client qui vient au magasin. Complètement. Et c'est un vrai apprentissage, c'est un vrai travail, c'est une véritable expertise. Et cette expertise, aujourd'hui, on se doit, en tant qu'équipe digitale et data, de l'accompagner au mieux avec les bons outils, avec la bonne technologie, que ses collaborateurs ils aient la bonne data dans le bon applicatif, au bon endroit, au bon moment, qu'ils connaissent leurs clients, qu'ils aient toutes les infos sur leurs produits. Et c'est vraiment ça, aujourd'hui, qu'on s'efforce de faire pour faciliter le business. Donc voilà, encore une fois, un mix des deux composantes qui vivent bien ensemble, en fait. Par exemple, c'est un peu la même chose chez Decathlon. Si on prend le même parallèle avec les vendeurs, il y a ce côté très intuitif. Je suis vendeur, j'ai mon sens commercial. La data va m'aider, va me guider, ou finalement, j'ai quand même cette liberté de ne pas trop tenir compte de la data et de me fier à mon intuition. Et quel est l'équilibre entre intuition et data-driven? Nous, nos vendeurs en magasin, si on parle de nos vendeurs, c'est des passionnés de sport. Donc, si vous êtes un coureur à pied, vous allez, j'espère, rencontrer des gens qui courent et qui peuvent vous donner des conseils de pratique parce qu'ils le font eux-mêmes. Maintenant, un vendeur, il gère des dizaines de choses qui sont autres que de la vente, malheureusement ou heureusement. Il y a la façon dont mon rayon est disponible, dont mes produits sont disponibles, les prix, la communication de mes produits, etc., etc. Et tout ça, aujourd'hui, la data peut aider à faire en sorte que ces charges-là soient les moins douloureuses possibles pour qu'au contraire, il puisse être, ce vendeur passionné de course à pied, dans ce qu'il passionne. Oui. Et donc, si on est capable d'optimiser tout ça par la data, alors on a des collaborateurs finalement qui font réellement ce pourquoi ils viennent travailler chez nous. Et donc, c'est une data qui ne se voit pas, finalement. Et donc, finalement, c'est une data qui produit un effet qui est presque indolore, transparent pour celui qui l'utilise, presque sans le savoir. Nous, on a aujourd'hui des inventaires automatiques depuis maintenant très longtemps dans nos magasins, ce qui permet aux personnes dans les magasins de se simplifier, de réduire cette charge d'inventaire permanent. Et donc, il faut constamment utiliser ces solutions technologiques et data au service d'une meilleure disponibilité de nos vendeurs. Et puis après, moi, je pense que on prend des virages. On prend des virages et il faut juste accepter que ce n'est pas des choses qui se font en quelques minutes ou en quelques années. C'est long. On a la chance de vivre dans des entreprises qui ont un passé glorieux et important.
Moi, ce que je rêve, c'est que l'entreprise évolue pour encore plus longtemps qu'elle n'a déjà vécu. Et donc, il faut accepter que ça prenne du temps aussi, parce qu'il y a des habitudes à changer, parce qu'il y a des manières d'opérer qui fonctionnent bien aujourd'hui, mais dont on pense qu'elles pourraient mieux fonctionner encore demain en les alimentant de plus de données. Donc, il faut avoir cette persévérance, d'où la difficulté et les échecs. C'est que, bien évidemment, souvent, peut-être certains ont été un peu trop impatients aussi. Donc, il faut une forme de persévérance pour faire en sorte de progressivement avoir tous les bons mindsets, toutes les bonnes compétences à tous les niveaux de la chaîne pour qu'on puisse, à la fin, utiliser la meilleure donnée au meilleur moment. Excellent. Peut-être pour conclure, Elisabeth et Sébastien, je me demanderais, pour les sociétés qui sont un peu moins matures que les vôtres, quels conseils, peut-être les 2-3 conseils que vous donneriez à ceux des retailers dans la salle qui ont envie de se lancer dans un projet d'acculturation à la data, d'essayer de devenir data-driven? Ouais, je pense que justement, ce qui est intéressant, c'est de tirer les enseignements de tout ce qui n'a pas marché pour tous ceux qui se sont lancés. Mais oui, simplement, c'est ce qu'on se dit. Oui, ça prend du temps et commencer petit, commencer sur des use cases, vraiment petits, découpés. Ça fait partie des bonnes pratiques. Commencer par une bonne idée, par chiffrer les bonnes idées, parce qu'une bonne idée, au final, c'est quand même intéressant de se poser exactement sur la valeur qu'on va aller chercher. Prendre ce temps-là, c'est important. Et puis, en termes de ressources, en termes de technologie, idem, faut s'appuyer des solutions du marché. Il faut commencer avec des choses qui vont faciliter en fait le démarrage pour aller chercher une valeur la plus efficace possible sur des use cases bien identifiés. Pour appuyer ce que je disais tout à l'heure et pour compléter ce que tu viens de dire, vraiment insister sur le fait que la technologie n'est pas que la réponse. Et donc, si des dirigeants pensent que faire un chèque pour transformer tel système, ça suffit, ça va être déceptif. Il faut ça. Ça ne va pas plaire aux partenaires dans la salle. Non, je le dis qu'il le faut, mais il ne faut surtout pas que ça. Et les fameux 30-70 dont je parlais tout à l'heure, il faut une prise de conscience. Et cet effort, c'est des dirigeants de l'entreprise qui veulent prendre ce virage. Voilà, c'est comment ne pas éviter le buzzword. C'est pas juste en mettant du data lake ou du machin ou de que sais-je. C'est aussi ça, mais c'est aussi et surtout accompagner, être certain qu'il y a des changements plus structurels dans l'entreprise qui doivent s'opérer. Merci beaucoup. Alors, on a évoqué beaucoup de choses. Il y a pas mal de questions qui ont été posées dans le chat. Celle qui remonte le plus haut, c'est comment s'assurer que la donnée que nous récupérons est qualitative. 2 mots là-dessus? Oui, la donnée qualitative, pour ça, il faut mesurer. Il faut mesurer, encore une fois, mesurer ce niveau de qualité, poser des outils, en fait, pour valider, que ce soit d'un point de vue technique ou d'un point de vue fonctionnel. Je ne sais pas de quel ordre est la question. C'est général. Oui, général. Mais du coup, c'est ça, une qualité de données, ça se mesure. Il y a des process à mettre en place, de l'outillage à poser pour s'assurer que, eh bien oui, elle soit qualitative, parce que oui, c'est primordial pour l'exploitation qui va en être faite et que ça s'inscrit bien dans le temps. Donc, voilà. Et il faut impliquer les métiers. Je parlais tout à l'heure des data owners. Moi, on peut mettre. Il y a besoin d'outillage, mais la règle de qualité, moi, je connais pas la taille d'un ballon. Moi, je suis pas spécialiste en fait. Donc, si les gens ne me disent pas que la taille d'un ballon, c'est à peu près X centimètres de rayon, j'ai du mal à mettre des outils qui me disent que je suis hors norme ou dans les normes. Donc, il faut impliquer les business. Il faut des data owners. Et plus vous avez de données, plus il faut de data owners. Excellent. Deuxième question qui revient un petit peu à vous demander de faire du storytelling, puisque on nous demande, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le use case qui a apporté le plus de valeur chez vous, et est-ce qu'on doit démarrer avec celui-là? Donc, un use case qui a particulièrement fait la preuve de la data-centricité. Pour exemple, chez Leroy Merlin, on a aujourd'hui des clients qui viennent parce qu'ils ont des projets autour de leur habitat.
Et ça va être un des use cases qu'on va travailler fortement. Voilà, comment on s'assure qu'on répond bien au projet du client au bon moment, comment on l'accompagne. Et bien derrière tout ça, il y a de la data, il y a de l'analyse de la data, mais aussi du prédictif, puisque voilà, je peux me dire que voilà, en fonction d'un certain nombre de critères data, voilà, je vais pouvoir prédire que le client va transformer son projet ou pas. Et ben à ce moment-là, je vais pouvoir avoir des actions marketing, commerce, etc. pour aller chercher ce client et bien transformer en fait son projet en réalité chez Leroy Merlin. Donc le prédictif, et là c'est de l'IA. Oui, complètement. Enfin, moi, quelque chose de plus pragmatique, le pricing. Très beau sujet. On va en parler cet après-midi aussi. Il y a un de vos partenaires, Pricing Hub. Forcément, on fait du pricing depuis la nuit des temps, des fois sans le savoir. Mais dès qu'on y met de l'intelligence, dès qu'on y met beaucoup plus de données, dès qu'on y met beaucoup plus de reports disponibles pour les gens qui sont en charge dans nos entreprises de déterminer le prix du produit au bon moment, etc. Voilà, surtout en période d'inflation. On a une amélioration des performances par un éclairage, par une augmentation, etc. Donc le pricing est un élément, le forecast est un élément. C'est des sujets classiques, rien d'innovant. Après, bien évidemment, il y a des services complémentaires, mais si on parle de choses évidentes, ça en fait partie. Très bien. On a le temps pour une autre question. Chaque data app, c'est comme si on devait monter une start-up en interne. Point d'interrogation. Comment est-ce que vous tranchez entre l'achat d'applications externes et la construction interne? Ça, c'est intéressant, c'est cette notion de tech retailer. Est-ce que vous construisez en interne ou est-ce que vous achetez à l'externe? Eh bien, ça va être un mix, c'est le mot du jour. Non, l'idée, vraiment, enfin, comment ça fonctionne, on se pose la question, c'est-à-dire qu'on a des fonctionnalités qu'on souhaite couvrir. Voilà, qu'elles soient en front client ou en back. Et pour chacune de ces fonctionnalités, on va se poser la question de la meilleure solution. Et donc, soit c'est des solutions qu'on a déjà chez ADO, voilà, et du coup, on s'appuie sur nos solutions internes, soit c'est des solutions qu'il faut qu'on aille chercher sur le marché, auquel cas, on procède de cette façon-là. Mais ça va être un mix. L'idée, c'est qu'on ait quand même un cadre technologique qui est posé et sur lequel on s'appuie et on travaille dans ce cadre voilà, du mieux qu'on peut. Nous, on s'appuie sur des grands partenaires qui nous fournissent de la couche la plus basse des plateformes, qui vont sur des startups qui vont pouvoir, sur des sujets très ponctuels, nous apporter une compétence autour de la reconnaissance de produits ou que sais-je. Et puis, on a parfois des singularités qui font qu'on va développer nous-mêmes un algo de perso-reco parce que ce qui existe sur le marché est trop moyen par rapport à notre spécificité et notre marché. Donc là aussi, c'est un tout. Mais acheter sur étagère, c'est, quelles que soient les solutions, c'est pas juste, enfin, c'est pas aussi simple que ça. Il y a beaucoup d'intégration, il y a beaucoup de travail pour faire en sorte qu'un produit X, Y, Z soit bien positionné dans un écosystème. Et le travail des data ingénieurs et autres est juste colossal pour faire en sorte de faire la bonne exploitation d'une solution dite du marché. Très bien. Bon, je crois qu'on a eu pas mal de temps pour des questions. On pourrait peut-être en prendre une petite dernière, mais je crois qu'on a traité le sujet. C'est celle qui arrivait derrière. C'était la team data centralisée, décentralisée, les relais data dans les métiers, etc. Quelle est la structure la plus adaptée? Je vous laisse répondre en 2 secondes là-dessus, ou en tout cas peut-être revenir sur ce que vous faites et peut-être ce que vous recommandez aux autres. Oui, nous, effectivement, ce qu'on fait, c'est qu'on a une structure qui va vers la décentralisation aujourd'hui. C'est bien ce qu'on cherche à faire, encore une fois, pour autonomiser, pour dispatcher ce savoir-faire. Donc, on est sur un chemin. Voilà, on a une trajectoire sur ces sujets-là. Et voilà, on va avoir des équipes à la fois globales et des équipes bien dispatchées dans les différentes BU et plateformes. C'est une question de maturité? Oui. Moi, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Moi, mon rêve, ça pourrait être d'avoir à terme des équipes assez décentralisées. Aujourd'hui, on est à un niveau de maturité
assez élevés, mais malgré tout, qui nécessitent encore de renforcer la ladder, les frameworks, etc., pour vraiment qu'on atteigne des niveaux d'excellence les plus élevés possibles. Donc je pense que c'est une question de point de départ, ou en tout cas de niveau de maturité actuel. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux, on peut les applaudir. Hein. Merci. Merci.